Fouyezo, fouyezo nan patrimoine kel ti peyi nan jwen nou. Nan jwen kote n soti, kote n brale, na kon ki moun nou ye, tout bien nou posede. Fouyezo, fouyezo nan kaladou kel ti peyi nan jwen nou. An nou fouyezo, fouyezo nan patrimoine kel ti peyi nan jwen nou. Nan la so, Fouyezo, fouyezo nan patrimoine kel ti peyi nan jwen nou. nan jwen kote n soti, kote n brale, na kon ki moun nou ye, tout bien nou posede. Et les gens qui nous suivent, et vous êtes présentement à Allo Afrique et bien sûr, comme vous le savez déjà, comme pratique, nous enregistrons nos émissions à des fins d'éducation culturelle, bien entendu. Donc, ce sera traité et mis en ligne pour la mémoire, comme bien entendu à la deuxième partie de cette séance et nous aurons à parler d'un ouvrage portant sur la mémoire. Et je dis merci à Aziz Fall au nom de nous Caraïbéens, au nom des Haïtiens haïtiennes, au nom de l'Amérique, au nom du monde ou des mondes, nous disons merci à Aziz Salmon et Fall, politologue internationaliste d'origine sénégalaise et égyptienne. Bonjour Aziz et Salmon Fall, vous êtes membre du GULA, groupe de recherche d'initiative pour la libération de l'Afrique et du Forum du Tiers-Monde. Vous êtes coordonnateur de la campagne internationale Justice pour Sankara, président du Centre international SIRFA, enseignant à l'UQAM et à l'Université McGill. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Souvenir et du futur du captif du phare. Nous allons en parler à la deuxième partie de l'émission. On va beaucoup plus pointer présentement à la première partie sur votre parcours et vos engagements. Bien sûr, ça ne veut pas dire que l'ouvrage n'est pas un engagement. Membre du secrétariat exécutif ad hoc international des travailleurs et des peuples, cofondateur également du MAG, Mouvement des Assises de la gauche au Sénégal, et leader de la plateforme progressiste panafricaine Signe Égal. C'est un jeu de mots que certainement M. Fall va nous expliquer un peu plus tard. Vous poursuivrez l'œuvre tricontinentale de Ben Baka en vous interposant contre l'apartheid à titre de coordonnateur du réseau québécois contre l'apartheid également. Donc, en parcourant vos traces, c'est-à-dire en préparant, particulièrement même en préparant cet entretien ou une discussion ouverte entre vous et les mondes, et je constate que vous vous opposez aussi à la présence des bases militaires étrangères en Afrique et assurer un travail de plaidoyer, illustré, bien entendu, dans le film Africom Go Home. C'est le titre du film. Dans la même veine, vous avez produit la critique à noter du NEPAD et suggéré le panafricentrage en tant que concept, présentement, on va en discuter, comme modèle de développement continental. Rien que pour m'arrêter ici, je vois que vous avez également réalisé quelques longs métrages, dont Sami Amin, l'internationaliste organique. Encore une fois, bonjour Fall, bienvenue à Allo Afrique, vous assistants et assistantes d'Allo Afrique. Et bien entendu, nous sommes toujours contents d'être avec vous pour faire bouger les murs. Donc, on peut dire que c'est un monsieur extrêmement actif. En préparant l'émission, j'ai discuté avec des académiques haïtiens. On m'a dit des choses sur lui. Ça veut dire qu'il est quand même également connu et en Haïti, bien entendu, chez les lettrés haïtiens. Et s'agissant de cette présentation sommaire de votre profil académique et de vos engagements ici et ailleurs,
Monsieur Fall, vous êtes mieux placé pour situer l'assistance afin de compléter ma tentative ici de vous présenter. Allons-y, Monsieur Aziz Fall, et nous vous écoutons depuis les monts. Merci, merci. Merci, merci, docteur Kessler. Lisant votre parcours, je vois que vous êtes très branché et nature d'un point de vue pluriel, c'est-à-dire nous, sans hiérarchisation de nous en tant qu'humains et bien sûr tous les êtres vivants. Et ça, je crois que c'est un point fort qu'il faudra faire sortir dans cette intervention et d'éviter de nous voir un peu plus, disons, supérieur par rapport à un autre, un objet, disons, de la nature. Et ça, c'est un bon point. Ça nous empêchera de nous conforter dans le consumérisme. Allez-y, merci, merci beaucoup. Tout à fait, merci. C'est vraiment notre nature animiste. Donc, comme Africains, c'est ce qui nous caractérise d'abord. C'est notre force vitale, c'est notre croyance à cette vitalité, mais aussi au fait que nous sommes en symbiose avec l'environnement dans lequel nous sommes. Certes, c'est des valeurs qui se perdent d'une certaine façon, mais récemment encore, on a pu remarquer à partir des Africains américains qui sont dans les Caraïbes et qui sont au Brésil, que leur lien avec l'environnement et l'écosystème était beaucoup plus grand qu'ailleurs dans la planète. Et donc, je pense que c'est la persistance de ces vitalités africaines qu'on va redécouvrir au XXIe siècle. Et donc, je suis un peu de ceux qui pensent que non seulement nous avons eu assez d'ancêtres de l'avenir sur lesquels nous devons continuer à creuser, à comprendre les efforts qu'ils ont entrepris pour que nous en soyons là. Donc, par exemple, j'ai une pensée particulière pour Anténor Firmin, qui, je crois, s'il avait été président d'Haïti, s'il n'avait pas été contrarié, on aurait peut-être eu une autre trajectoire aujourd'hui. Mais Possible. son legs pour nous est fondamental, puisque d'abord, sa critique des eurocentrismes et des épistémées occidentales vont permettre de fournir des outils à toutes sortes de générations sur lesquelles nous avons eu la chance de nous abreuver. Et donc, ces luttes que mène le peuple d'Haïti, peuple fondateur, pour moi, de l'effort panafricaniste, doit être non seulement compris par le continent qui a oublié, en fait, une bonne partie par amnésie culturelle sous les assauts de d'autres systèmes d'épistémée, qu'ils soient orientaux ou occidentaux, qui eux-mêmes n'ont pas pu exister sans leur origine africaine. Donc c'est une double césure malheureusement dans laquelle on est, c'est-à-dire que les Africains perdent de plus en plus leur africanité, ont du mal à l'exprimer. Vous avez peut-être, vous êtes au courant, il y a quelques groupuscules noirs américains qui appellent au boycott des diasporas africaines aux États-Unis, ou une grande manifestation qui est demandé pour le 1er août. Et c'est intéressant de voir ces bégaiements de l'histoire entre voilà, ces malentendus qu'il y a entre les peuples qui ont été déracinés par la force, qui se sont reconstitués dans les Amériques et qui oublient leur africanité ou ont une africanité nostalgique, versus des vagues récentes d'Africains qui s'y établissent et qui évidemment concurrencent économiquement et culturellement les dispositifs en place qui ne savent pas comment les intégrer. Donc, c'est très intéressant de voir qu'on a une resurgence de ces malentendus qui sont bien sûr entretenus par des gens qui ont cet agenda-là sur lequel il faut absolument travailler. Mais pour nous, en tout cas, qui sommes panafricains, l'urgence aujourd'hui de sauver Haïti, l'urgence de construire un panafricanisme. Alors, je ne sais pas vraiment par quoi commencer mon propos. Bon, j'étais beaucoup plus Bon, et les et camarades s'ils avaient des questions, mais non, pour nous, là, c'est certain que nous avons des questions, mais si voilà. pour les gens qui participent, je vous prie d'éteindre votre micro et c'est certain, vous allez pouvoir prendre la parole, mais c'est préférable d'éviter de perturber Monsieur Fall dans le fil de sa pensée. Merci beaucoup de faire comme ça. Donc, Voilà, c'est l'arbre à palabre. Donc, chacun peut parler, mais il faut qu'on garde un petit décorum. et merci pour le début étant lancé ici. Et comme je disais, dans la stratégie d'intervention pour cette émission, du déroulé, je pense à, d'une part, et notamment à vos engagements. Et en discutant même, disons, virtuellement,
avec vous. On a vu, je crois que je suis très sensible aux questions d'engagement qui sont ici présentes dans votre parcours. Voilà. Et en ce sens, nous allons, en fait, moi-même qui ai le privilège d'avancer avec vous, et on va regarder d'abord les engagements. Et je rebondis sur quelque chose pour lequel vous êtes au courant, bien entendu, en tant qu'acteur de ce document cadre portant sur la gauche sénégalaise, bien entendu, et ce document cadre, et je tâcherai de le mettre en ligne. Bon, c'est-à-dire, le lien va être publié, va être déposé. Vous pouvez le faire également, et M. Fall, pour que justement les participants puissent avoir accès après, bien entendu, pour consulter ce document que j'estime absolument agréable, d'une part à lire, et également en termes de perspective assez intéressante, je dirais même utopique, c'est-à-dire une bonne chose, hein. On rêve encore. C'est une bonne chose. Moi, j'aime bien rêver. Et surtout que vous êtes pour le rêve. Et en ce sens, je rebondis sur ce document. J'aimerais que le document, c'est signe égal. Et dans l'énoncé de cet écrit, de ce document, vous, en tant que vous, je crois que c'est une équipe, hein, mais vous êtes dans la cuisine de cette affaire en tant que, également comme porteur, et vous proposez de changer d'air. Et c'est un paradigme assez central dans ce document cadre, et au sens de mettre en œuvre un nouveau contrat social. Pas nécessairement revenir à Rousseau, etc. C'est un thème assez galvaudé en Haïti. En 2004, notamment, il y a les oligarques, pour être à la mode en termes de terminologie, et qui proposaient également un nouveau contrat social. Et le peuple haïtien, vraiment, si on se présente devant le peuple haïtien lui parlant de nouveau contrat social, vous n'allez pas être bien reçu, bien entendu. Donc, mais ici, parlons d'autre chose et que pour un nouveau contrat social. Pourriez-vous nous faire un bref résumé de ce document, cadre, bien sûr, et bien axé sur euh, une critique de la gauche, bien sûr, une perspective de la gauche sénégalaise et un peu plus large, et sur comme proposition et des peuples africains. Oui, ben en fait, c'est un peu la fin, si je peux dire, d'un parcours qui a été entamé depuis peut-être l'âge de 14 ans, pour ce qui est de mon engagement personnel dans la vie politique de notre pays. Et je dirais effectivement que ce projet, que scène égale scène égalité, donc scène en Wolof, ça veut dire votre, donc votre égalité, euh, et endosse les fondements des assises nationales du Sénégal, qui ont été un moment marquant et qui a suivi en fait l'échec du mouvement des assises de la gauche que nous avions lancé. C'est un document qui s'appuie aussi sur la charte de gouvernance démocratique qui a été reconnue. Par contre, l'originalité que nous avons, c'est de dire que nos micronations ne sont pas viables et qu'elles esquissent un changement dans la perspective d'une union fédérale plus grande et qu'au préalable, il faut des assemblées constituantes. Et dans le cas du Sénégal, on aimerait avoir une assemblée constituante pour l'avènement d'une... Voilà, en tout cas, donc j'étais en train d'expliquer que cette idée d'assemblée constituante, qui est d'ailleurs très bien illustrée par la crise récente qu'il y a eu au sommet de l'État au Sénégal, pourrait être pour nous une possibilité de surmonter les dysfonctionnements, les déséquilibres institutionnels et vraiment traduire les aspirations de la population. Mais nous intégrons dans ces changements constitutiels le droit à l'eau, les droits économiques, sociaux et culturels, mettre fin à l'hyper-présidentialisme hérité de l'ère coloniale et peut-être aussi ouvrir une démocratie parlementaire qui serait vraiment beaucoup plus africaine en redécouvrant des mécanismes de régulation que nos sociétés ont connus, bien qu'il y ait la perspective de séparation patente du législatif, du judiciaire, de l'exécutif, mais on pourrait vraiment avoir quelque chose de différent où la prééminence des femmes surtout va être un élément organique. Et donc, c'est vraiment une gouvernementalité originale que nous proposons. Ben, évidemment, elle est orientée de façon progressiste, c'est pour ça que nous l'appelons une plateforme progressiste panafricaine. Les tentatives, c'est de construire un développement autocentré. Et ce développement, je l'exprime sous le terme du panafricentrage. Donc, c'est un peu un jeu de mots entre panafricanisme et qui n'est pas qu'institutionnel et un projet de société qui serait vraiment un développement autocentré
sur lesquels on peut revenir, quoique déjà, je veux à l'entame expliquer que je questionne même le terme de développement. Parce qu'en allemand, développement, c'est Entwicklung, et c'est la découverte dans le processus évolutif, pas seulement de l'humanité, de la société, des formes sociales. Autour du 18e, 19e siècle, on a intégré cette idée-là qui a été accaparée par l'occidentalocentrisme comme une croyance. Et je crois qu'il y a une grande réflexion à faire sur les habitudes comportementales des humains et leurs croyances. Car pour moi, il y a une opposition claire entre la connaissance et la croyance. Très, très tôt, les êtres humains, devant l'inconnu, devant le vent, devant les choses qui les dépassent, vont invoquer des forces surnaturelles supérieures. Nous autres Africains avons inventé ces systèmes-là, y compris les formes de religion. Les autres sociétés vont les reprendre. Et donc, c'est important à ce moment-là d'avoir un peu un dialogue sur les épistémés, donc d'autres conceptions visibles du monde. Et donc, je crois que les dispositions mentales d'une grande partie des êtres humains ne se sont pas satisfaits du fait qu'avec humilité, on peut réfléchir et agir de façon coordonnée et intelligente devant l'inconnu. Et cette disposition mentale fait défaut parce que nous sommes assaillis par d'autres formes d'épistémée, d'autres visions du monde, d'autres conceptions du monde, Weltanschauung, donc vision du monde, qui sont venues obérer les perspectives que l'être humain a de changer son quotidien et son futur. Et ça, c'est basé sur le fait qu'il y a un débat entre l'avoir et l'être, un débat sur, pour nous autres Africains, qui a été érodé sur la conception de la dignité et la conception de ce qu'on peut appeler l'intégrité, qui était symbolisée par une déesse, la Maat, et de l'autre côté, Ubuntu, qui est donc cette culture de soi, mais qui ne peut exister sans les autres, mais qui n'est pas basée sur l'avoir, mais qui est basée sur l'être. Et donc, la redécouverte de ces schémas, pour moi, peuvent être en fait le fruit d'une modernité, parce que pour moi, il y a en fait un malentendu sur la question de la modernité, puisque tous les éléments constitutifs de la modernité étaient déjà esquissés dans la période antique africaine, qu'elle soit kémite, nubienne, mais il n'y avait hélas pas de séparation avec la métaphysique. Donc, le dispositif de croyance était imbriqué dans les connaissances. Donc, une humanité nouvelle serait une humanité capable de transcender cette disposition de croyance pour justement rentrer dans la connaissance, ce qui suppose évidemment utiliser, par exemple, la science comme un des vecteurs, mais aussi comprendre qu'il y a d'autres formes irrationnelles de savoir, d'autres épistémés qu'il faut réconcilier pour construire une humanité nouvelle. Et vous disiez un peu plus tôt, cette dimension ontologique occidentale qui veut maîtriser son environnement, l'écosystème, nous autres Africains ne l'avions pas. Nous avions une symbiose avec ce système dont nous faisions partie. Et aujourd'hui, avec les progrès de la science, on se rend bien compte que l'être humain lui-même est constitué voilà, de milliards de bactéries, de microbes, de toutes sortes d'autres entités qui sont en son sein. Et donc, cette humilité de comprendre, si on rentre dans cette disposition, si on comprend que nous sommes un maillon vivant dans un dispositif biologique qui lui-même peut être retracé relativement de plus en plus clairement de comment la vie est apparue sur Terre, comment cette Terre elle-même est apparue dans un dispositif plus grand qu'on peut appeler l'univers. Une fois qu'on a compris ces choses-là, on comprend en fait que les rapports qui existent entre les êtres humains sont des rapports basés sur des structures de pouvoir. Et dès qu'on comprend comment ces structures de pouvoir s'articulent, donc par la culture, par l'hégémonie politique, par l'hégémonie économique, une fois qu'on est capable de les démystifier, en fait, on peut arriver à un autre type de société. Alors, par exemple, au niveau culturel, c'est clair que les dispositifs culturels sont construits pour garder une cohésion de groupe et lui permettre la reproduction de l'identique, même si les sociétés changent. Et évidemment, leur vision du monde va heurter les visions des autres. Donc, la culture en elle-même est quelque chose d'hégémonique en soi. Et donc, le meilleur schéma, c'est une forme d'acculturation où vous prenez ce qui vous arrange dans une autre culture sans être déculturé, c'est-à-dire sans être effacé. Donc, il y a une bataille culturelle, et donc c'est pour ça aujourd'hui, les tenants du populisme et des extrêmes droites ou les gens qui sont plus ou moins réactionnaires veulent faire basculer l'humanité dans une bataille civilisationnelle où on va avoir un choc de culture. Alors qu'au fond,
pour moi, ce n'est qu'une impasse, une des nombreuses impasses, puisque l'aliénation et l'hégémonie sont les éléments constitutifs que l'impérialisme utilise. Alors, vous l'avez par toutes sortes de systèmes. On peut rentrer un peu dans les détails de comment cette accélération s'est faite, mais je crois que dans la période très restreinte du néolibéralisme, principalement depuis la chute du mur de Berlin et la fin de l'apartheid, on a eu une accélération de plusieurs phénomènes. D'abord, une dépolitisation, parce que le modèle technocratique managérial ne peut pas supporter le gouvernement. Donc, on a créé la gouvernance, qui était une façon de réingénierer l'État, donc une sorte de réingénierie de l'État où la machine politique, comme le dit Ferguson, va être mise au pas au service du néolibéralisme, du privé. On va déconnecter la société civile et la rendre tout simplement l'instrument, non pas de contre-pouvoir, mais l'instrument de cohésion pour faire entendre ces réformes de réduction de la taille de l'État. Et on va discipliner les citoyens avec des clusters, c'est-à-dire des petites enclaves où leurs revendications, le droit à l'eau, le droit aux papillons, le droit à avoir une plage propre, sont des petites associations qui amènent leurs doléances et qui peuvent ou non être euh, écoutées par ce qui reste de l'État. C'est ce système d'État minimum qui évidemment a été une construction que l'impérialisme a imposée à cause du redéploiement de ce que j'appelle le supra-impérialisme, donc une forme de capital fictif, de fusion des oligopoles qui vont réussir à maîtriser les instruments de la reproduction du capitalisme, c'est-à-dire voilà, la rente minière, l'industrie extractive, l'accès aux ressources et aux privilèges d'accéder à la planète. Donc, c'est tout ce qu'on peut appeler le privilège blanc, mais aussi le privilège des forces compradores qui les servent, la maîtrise de la technologie, la maîtrise ce que Samir Amin appelle la centralisation du surplus, c'est-à-dire que on est dans le monétéisme, sans jeu de mots, donc un système où toute la financiarisation vient décupler les effets de la phase industrielle précédente et évidemment la capacité de destruction massive que disposent les plus puissants et qui créent ce système de chantage. Et donc l'aliénation et l'hégémonie ne sont qu'un des éléments qui va travailler comme ça pendant une bonne trentaine d'années et qui est arrivé à la fin, je crois, de son cycle, d'où maintenant la réponse politique à cela et qui s'avère être aujourd'hui une réponse de type souverainiste, une réponse de type frileuse qui peut friler, aller jusqu'à un fascisme mou dans les pôles du capitalisme en crise ou vers les populismes et les culturalismes religieux dans les autres sociétés qui sont actuellement dans les phases d'intégration du capitalisme. Donc, pour nous autres Africains, nous sommes confrontés à cette réalité extrêmement complexe d'un nord du monde, évidemment, qui a toujours voulu l'Afrique sans les Africains, et à un moment où le dispositif occidental connaît une crise extrêmement profonde de reproduction, parce que la triade, donc États-Unis, Europe et Japon, qui ont mené toute cette phase du XXe siècle, sont entrés en crise devant la puissance émergente de pays qui étaient à la fois périphériques et qui ont repris, grâce à cette mondialisation, justement, grâce au socialisme de marché, mais aussi on parle de l'Inde, de ce qu'on qualifie des pays du BRICS, qui vont ou revigorer le capitalisme ou amener une autre tangente, du moins c'est ce que nous espérons. Et donc, dans cette bataille du panafricanisme, nous envisageons ce que j'appelle le transinternationalisme, donc la redécouverte de la puissance du Sud global, de ce qu'on appelle, si vous voulez, le Grand Sud ou le Sud mondial, qui articulait donc sur nos efforts dans la tricontinentale de faire surgir dans le front opprimé, là où la riposte antisystémique est possible, un sursaut. Et ce sursaut, pour nous, il doit passer sur d'abord la défense des biens communs, donc les biens qui ne sont pas marchandisables. Ensuite, d'essayer d'arracher au nom du bien commun des espaces qui ont été déjà marchandisés. Et là, c'est donc une bataille de classe, puisque là, on parle principalement de la rente foncière, du droit des paysanneries de pouvoir disposer d'un type d'agriculture qu'ils veulent, du droit des générations futures à avoir une planète qui n'est pas polluée, donc de faire plus que le débat sur le carbone, et d'aller dans une option que nous appelons nationale et populaire,
et dans le cas du panafricanisme, vers un État fédéral avec, on peut y revenir, tous les attributs régaliens de cet État. Donc, c'est cette bataille-là qui est à l'ordre du jour et que l'impérialisme a très, très bien compris. Donc, il l'a compris et il va donc s'ingénier euh, dans les dispositifs où les oligarchies sont très fortes. Le cas d'Haïti, c'est le cas peut-être le plus avancé, mais c'est le même type de compradorisation que nous avons à abattre dans nos pays. Donc, nos luttes, nous avons inscrit très tôt dans cet effort, d'abord d'abattre la lutte contre l'apartheid, qui était donc pour nous en Afrique l'endroit qui cristallisait cet impérialisme mondial. L'apartheid est tombé, nous avons eu une victoire politique et non pas une victoire économique. Pour ceux et celles qui sont familières, à l'époque, il était question qu'on ait le RDP, qui était donc le programme de reproduction de l'ANC, du Parti communiste sud-africain. Et c'est des technocrates de l'ANC eux-mêmes qui font s'infliger un plan d'ajustement sans la Banque mondiale, sans le fonds, et qu'on a appelé GAR, et qui a été en fait une tentative de créer non seulement une black bourgeoisie, une bourgeoisie noire, mais aussi de reformuler un système où les investisseurs qui ont assailli l'Afrique du Sud ne s'enfuient pas. Certains étaient déjà en Australie, au Canada, etc. Donc, nous, à l'époque déjà, nous luttions dans la lutte contre l'apartheid. On avait mis en garde sur cette tentation technocratique. Or, l'Afrique du Sud, en renonçant à l'arme nucléaire, en n'étant plus capable d'être la locomotive de ce panafricanisme, et en se retirant, et là je fais une économie vraiment de tout ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres choses, bien sûr, les luttes des pays de la ligne de front, Zimbabwe, Angola, Mozambique, les guerres de proxy qui ont été faites. Ensuite, la guerre pour la repossession du Congo qui est encore fait rage. Et ensuite, de façon encore plus longue, cette longue période des ajustements structurels qui ont mis en coupe nos pays et les premières vagues de protestation à partir de la révolution au Mali, ensuite des printemps dits du Maghreb en Tunisie, euh, en Égypte jusqu'au phénomène du Hirak. Et là, de nouveau, après le choc qu'Obama et l'OTAN a provoqué en désintégrant la Libye, qui était vraiment devenue le vecteur d'une forme de panafricanisme institutionnel, financé à même les subsides de l'État libyen, qui était le seul pays à ne pas être endetté sur le continent et qui inquiétait évidemment cette marche forcée. Et donc, lorsque Sarkozy et les pays de l'OTAN viennent à bout du modèle libyen, vous avez en percolation l'instrumentalisation du chaos donc dans le Sahel avec malheureusement des hordes qui ont été instrumentalisées sous la forme culturaliste, djihadiste. Évidemment, certains nostalgiques qui veulent recréer des khalifats comme l'ère d'antan, puisque dans la construction de l'Europe, l'Europe a bénéficié de khalifats arabes qui ont introduit la connaissance, voilà, les éléments de la modernité, allant du chiffre à la poudre, à canon, à la Mhm. caravelle, la boussole, l'astrolabe, etc. Donc, toutes ces choses-là, de cette grandeur d'antan, est reconvoquée par ces fraternités internationalistes musulmanes, mais qui elles-mêmes ont été instrumentalisées dans différentes obédiences. Vous avez les Wahhabites, vous avez les Qataris, vous avez les Turcs, mais ces factions sont financées et soutenues par les forces de l'OTAN, qui rendent ainsi ingouvernables les portions utiles du Sahel, parce que justement, d'autres pays viennent proposer d'autres formes de coopération bilatérale plus puissantes et plus intéressantes sous les formats gagnant-gagnant, même si elles disposent de ressources. On parle donc de la Chine principalement, mais aussi de l'Inde, de la Turquie, etc. Donc, c'est ce grand dispositif de crise globale qui caractérise l'engagement de nos forces, qui, vous le voyez, doivent trouver une certaine cohérence dans ce que je viens d'expliquer en brodant rapidement, mais Mhm. c'est Mhm. ça, en fait, la grande difficulté des engagements politiques dans lesquels nous sommes insérés. Merci beaucoup. Et ces fleuves, et comme explication, même si c'est pas seulement Baudin, hein, mais il y a beaucoup d'explications qui ont été apportées jusque-là ici sur ces questions, raison pour laquelle et je demanderai des précisions parce que j'entrevois ici des étudiants et donc ce serait intéressant dans ce cas-ci, et je demanderai d'expliquer ce concept
que j'ai identifié dans le document à partir d'un point central et formulé ainsi en termes de points. On dit stratégie de développement, c'est-à-dire de l'Afrique, bien entendu, mais le document est très centré sur le Sénégal, même s'il y a une extension très soutenue sur le continent. Mais on a l'impression que de toute façon, c'est fait au Sénégal et bien entendu, il est très défendu en ce sens-là, tel que je le comprends. Maintenant, et je demanderais, par exemple, vous dites que, bah, vous dites, hein, le document dit, stratégie de développement, et maintenant, il y a la question de la maîtrise et de l'eau, c'est-à-dire maîtriser l'eau, donc par rapport aux perspectives capitalocènes, c'est-à-dire on voit par exemple, nous sommes ici au Québec, c'est-à-dire on maîtrise l'eau, vous comprenez tout ce que cela veut dire, hein, en termes de problématiques, etc., et en termes de prédation sur, etc. Maintenant, ça c'est un point, et précisément, également, revenons au concept quand même qui est panafricentrage. Et c'est ça, j'ai bien dit, ok, panafricentrage. C'est Maintenant, ça, ouais. c'est ça. Maintenant, en opposition à l'eurocentrisme et au eurocentrage, et pourquoi est-il nécessaire de poursuivre avec cette binarité et quelle est finalement l'issue et pour nous encore et comme je vois dans votre roman l'humain est très présent et quelle est l'issue pour l'humain et dans cette binarité entre l'eurocentrisme ou l'africentrisme et pour rester dans le concept qui nous dit ici panafricentrage. Donc, cette mise en opposition, comment quand nous-mêmes en tant qu'humains, c'est-à-dire simple citoyens, citoyennes, ceux et celles qui ne sont pas encore citoyens, citoyennes, parce que c'est une marche, et pour être citoyen tel que nous le comprenons. Et en ce sens, comment inventer? Est-ce qu'il est possible d'inventer quand même une perspective qui va nous affranchir bien sûr à travers des luttes? C'est pas simplement, comme on dirait en Haïti, dormir, rêver, joindre. Mais c'est à travers des luttes, mais dans une perspective pour le bon qui nous faciliterait nous sortir finalement de cet emprisonnement qui est quand même l'afrocentrisme et l'autre qui est l'eurocentrisme. Merci beaucoup. Oui, vous avez absolument raison de soulever cette question de l'eau qui est dans les pays qui sont déjà sous stress hydrique. La question de l'eau va être fondamentale dans un avenir proche sur toute la planète. Pour nous, sauvegarder l'eau comme bien commun, la protéger, la maîtriser, l'assainir, assurer l'accès universel et équitable à cette eau potable gratuitement ou en tout cas à un coût abordable à toutes nos populations. Protéger et restaurer les écosystèmes liés à l'eau. Vous avez par exemple ici des endroits qui sont exploités au niveau aurifère et vous avez des dégâts. On a un fleuve qui s'appelle la Falémé qui est littéralement complètement désintégré. Donc, réduire la morbidité due à ces problèmes d'hygiène, à la mortalité, les catastrophes qui sont liées à l'eau. Tout ça dans un esprit d'une gestion locale, transfrontalière de notre eau. C'est vraiment au cœur de notre dispositif. C'est pour ça que dans le projet de société panafricain, l'eau est une dimension transversale, de même que le féminisme est une dimension transversale de tous nos programmes. Et donc, ici, l'horizon, en fait, du panafricentrage, c'est de d'abord revendiquer un droit à une dignité et au bonheur. Ça peut faire sourire, mais en fait, il ne peut pas y avoir un développement si le bonheur des personnes ne sont pas garantis. Euh, et ça, c'est bien sûr chaque conception, chaque vision du monde a sa façon de voir le bonheur, mais la question de la sécurité, de la paix, la satisfaction des besoins essentiels des individus, un travail digne et décent, un environnement propice à cette ouverture, une qualité de vie, des droits qui soient équitablement répartis, des devoirs qui soient aussi partagés, euh, une liberté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'épanouir sur les générations à venir. Et donc, cette dimension de privilégier l'être plutôt que l'avoir et de revoir ce que j'appelle en fait l'équilibre plutôt que le développement.
Donc, essayer de trouver un équilibre dynamique, stable, mais fragile dans notre gestion commune des ressources. Donc, de notre mode de production, de notre mode de consommation, de transformation, et de le rendre viable, c'est-à-dire euh, sachant qu'il est forcément quelque chose de nuisible, non pas un développement durable, mais un développement endurable. C'est donc bien prendre question que le développement en lui-même, même s'il est euh, fait dans les bonnes intentions, est un système de prédation. Et donc, à partir du moment où on a pris conscience de cela, et si on a pris le rapport de classe de à qui devrait profiter ce développement, on est dans une rupture. Et c'est cette démarche de rupture, à caractère révolutionnaire, qui pour l'instant n'est pas véritablement comprise par l'essentiel de nos leaders. C'est pour ça que nous faisons ce travail de concertation dynamique en proposant un développement autocentré, donc apprendre à compter sous nos propres forces. Bien, beaucoup de gens comprennent que c'est de l'autarcie, c'est vraiment pas de l'autarcie. Le développement autocentré a existé dans l'histoire. Plusieurs pays se sont désengagés. Les États-Unis que vous voyez aujourd'hui ne peuvent pas avoir les puissances qu'ils ont s'ils n'avaient pas fait le boycott du thé de Boston. Les Landers en Allemagne, c'est la même chose. Des petits pays comme la Suisse eux-mêmes ont dû créer une agriculture et créer ensuite en amont et en aval de cette agriculture tous des petits métiers et une spécialisée dans l'horlogerie, le chocolat, etc. Le pays qui est peut-être le meilleur exemple, c'est la Chine, qui a été assaillie dès le XIIIe siècle par les puissances et qui, pardon, déjà au XIIIe siècle était très avancée et qui va être assaillie au XVIIIe siècle par les puissances occidentales et japonaises, qui va découvrir les moyens de compter sur ses propres forces, rebâtir une autosuffisance alimentaire, une industrie modernisée à son échelle et petit à petit reconnecter de façon progressive et extrêmement puissante dans la mondialisation par le socialisme de marché. Donc, on voit qu'il y a plusieurs expériences qui sont possibles et qu'à nos échelles, nous pouvons développer une stratégie basée sur la capacité de maîtriser notre économie, de maîtriser nos dispositifs politiques, de maîtriser en fait les ressources, tous ces processus, bien sûr, sous des formes de nationalisation à notre portée, de maîtriser la conception technologique du monde avec des technologies qui soient reproductibles à nos échelles et d'avoir une capacité d'autodéfense collective et d'avoir une monnaie commune. Dans cette perspective-là, vous construisez un développement tourné sur un marché intérieur de biens de consommation de masse, c'est-à-dire que vous n'êtes plus extraverti, vous construisez un marché africain immense et vous avez là la possibilité de réintégrer positivement les populations des diasporas africaines anciennes et nouvelles qui veulent revenir et construire ce panafricanisme continental. Alors nous, c'est dans cette perspective-là que nous travaillons. Bien sûr, cette démarche, elle est à la fois écologique, elle est féministe, elle est en rupture avec les éléments de l'impérialisme et elle combat les formes d'enrichissement illicite des régimes compradors. Donc, c'est pourquoi nous avons soutenu la démarche de Thomas Sankara, que nous avons eu avec notre collectif d'avocats à nous battre pendant 25 ans pour faire entendre raison à la justice. Mais vous voyez que le système de la France-Afrique n'en finit pas de mourir puisque Blaise Compaoré a été sauvé par ces mêmes services et il est toujours en Côte d'Ivoire, même si nous avons réussi à le faire condamner par contumace. Et aujourd'hui, vous avez cette expérience de l'Alliance des États du Sahel qui, évidemment, sous les vestiges de cette lutte anti-djihadiste, doivent se mettre ensemble. Et il faut rappeler que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Sous Modibo Keïta, le régime de la Fédération du Mali, qui a malheureusement échoué, avait réussi à mettre dehors les bases françaises, comme nous venons de le faire. Et ces pays-là vont se faire, évidemment, saboter, autant la Guinée que le Mali, dès les origines de nos indépendances. Donc, nous savons apprendre de ces péripéties-là et comprendre effectivement les dangers à la fois de la piste populiste, démagogique, se rendre compte que seuls les peuples peuvent être aux commandes de ces changements. Donc, il n'est pas question que seuls des juntes ou des régimes éclairés despotiques puissent contrôler ce système-là. Il faut que ce soit à consonance démocratique et populaire, avec une démocratie substantive, participative, dans lesquelles les droits des femmes, les droits des jeunesses soient exprimés. C'est pour ça que dans notre projet de société, nous proposons
une série d'égalités, parce que pour nous, il ne peut pas y avoir de changement si ces égalités ne sont pas fondamentalement défendues. Donc, l'égalité pour notre pays, et donc pour tous les pays, donc de véritablement disposer de ses droits au développement, voilà, de pouvoir être maître de ses ressources. L'égalité des droits humains, c'est-à-dire tous les citoyens et citoyennes doivent disposer des mêmes droits, préserver leur dignité dans le cadre d'un État responsable. L'égalité homme-femme, qui est l'égalité des droits, l'égalité des opportunités, des chances sociales pour les filles et les femmes, qui puissent s'épanouir et faire basculer le continent sur son destin confédéral. L'égalité des régions, vous voyez que tous nos pays sont extravertis vers l'extérieur, vers des capitales qui sont hypertrophiées, donc redynamiser les régions de façon cohérente et complémentaire. L'égalité pour notre jeunesse, c'est l'essentiel de notre population. Vous savez, pratiquement les trois quarts de nos populations ont moins de 25 ans, 35 ans, et c'est des jeunesses qui participent très peu au processus de décision et à tout ce qui, au fond, touche à leur avenir et même leur présent. Donc, il faut résoudre les défis de leur temps par des stratégies de plein emploi et de responsabilisation civique, par une éducation, une repolitisation démocratique de ces masses. Et là, notre liste, la question de l'égalité dans la nature, où nous, comme éco-socialistes, panafricanistes, nous disons que la terre, l'eau, l'air, tous les éléments vivants de notre biodiversité ont droit au respect et à la vie. Et il faut accepter notre égalité comme humains avec les autres espèces de la nature et assurer autant notre bien-être que leur bien-être. Et donc, voilà pourquoi nous proposons une stratégie de développement qui, bien sûr, doit être petit à petit comprise, mais nous nous rendons compte que c'est un processus long. Comme on dit souvent, les Africains ont le temps, même s'ils ne regardent pas la montre, et c'est un peu la démarche que nous avons. Merci. Donc, effectivement, dans cette stratégie de développement, vous avez le document et le résume, ou le synthétise en 6 points. Et vous avez bien esquissé là rapidement. Et sur ça, j'inviterai les gens ici, présentes dans cette séance, de lire et de partager ce document, de le lire et de le commenter, pourquoi pas, et de regarder ce qui se fait ailleurs et voir dans quelle mesure, parce que l'ensemble des points ici énoncés nous Je l'ai mis dans votre chat. Ouais, ouais, bon, profitez-en, hein, profitez-en. Moi-même, pour me l'avoir passé hier soir, j'en ai bien profité, bien entendu, pour préparer cette rencontre. Bon, mais en même temps, je me permets de revenir sur la question d'Afrique centrale. J'ai encore soif sur quelque chose. Quel est ce quelque chose? C'est lisant une rupture sélective avec le capitalisme dominant. La maîtrise de l'accumulation, son équitable, etc., distribution. Maintenant, pourquoi cette précaution alors que est-ce qu'on peut faire du capitalisme sélectif et du genre imaginons une certaine conscience d'un côté alors que chez moi en Haïti on dit le diable veut toujours en avoir en Haïti, on dit ça un peu dans une province, hein. En créole, et en avoir toujours besoin d'en avoir. Le diable en veut toujours. Donc, c'est-à-dire, prenons comme figure caricaturale que le capitalisme serait ici considéré comme un problème par rapport à la question de la maîtrise de l'environnement, de la nature en tant que telle, une sorte de domestication de la nature, et donc, y compris nous, en tant qu'humains, et on ne va pas revenir sur les détails là, nous sommes en train qui sont du passé, comme vous le dites dans votre roman, c'est également du présent. Et en ce sens, pourquoi cette précaution épistémologique, je dirais, ouais, méthodologique ou pas, mais en même temps, c'est pourquoi sélective, c'est-à-dire, et, et qu'est-ce qu'on espère? C'est-à-dire, et à partir de cette partie sélectionnée du capitalisme, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est-à-dire pour l'humain, en termes d'émancipation, en tant que gens, bien entendu, pensant, agissant, et puis faire en sorte que de plus en plus d'humains soient en situation de comprendre tout ça. Merci beaucoup. Oui, alors, bon, si vous avez bien lu, il s'agit d'une rupture sélective avec le C'est ça, c'est capitalisme. ça. Que le désengagement va être sélectif. Il est impossible de déconnecter du marché mondial sans faire des
des compromis et des choix avec certaines des formes. Donc, nous sommes actuellement dans une société comme les nôtres, on nous ajuste, on nous intègre de façon défavorable. Et lorsque vous rompez, lorsque vous essayez de couper, vous êtes obligé sélectivement de trouver d'autres partenaires avec lesquels vous allez fonctionner. Sinon, vous êtes dans un mode autarcique et là, vous allez mourir. Donc, en fait, là, c'est un picking. Vous allez devoir sélectionner. Et n'en déplaise au proverbe, le diable n'existe pas. Même si c'est dans ces détails, dans nos imaginaires, toutes ces constructions et les peurs des imaginaires que nous faisons. C'est une figure, hein, c'est une figure Oui, populaire. mais c'est une figure, mais c'est plus que ça, c'est profond. Parce que si on y croit, on y croit. Voilà, c'est incapacitant. C'est la même chose. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est les dispositifs de croyance. Dès qu'on est dans les dispositifs de croyance, il est difficile d'envisager que l'être humain est maître de son destin, qu'il n'y a pas de déterminisme et qu'il n'y a pas de force, qu'elle soit diable ou bienveillante, qui nous empêche en réalité de réaliser ce destin. Il n'y a que des rapports de force entre des êtres humains et lorsque vous faites le choix de déconnecter du marché mondial, à ce moment, vous vous retrouvez dans une position de rupture. Or, pour rompre avec le marché mondial, la contrainte principale que vous allez avoir, c'est évidemment l'impérialisme et les forces internes qui, elles, se sont habituées à la compradorisation, c'est-à-dire à être subordonnées à la poursuite de l'exploitation, bien sûr à leur profit. Donc, lorsque vous rompez et vous voulez créer un marché intérieur, par exemple, de biens de consommation de masse, vous dites, par exemple, nous voulons avoir une autosuffisance vivrière, mais vous êtes obligé de redonner une plus grande valeur à la terre, de donner aux paysans accès à cette terre et des subsides et les subventionner et protéger votre marché intérieur de biens de consommation du marché extérieur. Parce que votre autosuffisance vivrière sera à ce prix-là. À ce moment, la conséquence immédiate, c'est aussi le relèvement du statut du paysan. Donc, le prix de ces paysans leur permet d'avoir un revenu qui lui-même va être de plus en plus équilibré par rapport au col blanc, donc ceux qui sont privilégiés dans les classes petites bourgeoises et moyennes bourgeoises. Donc, ce rééquilibre, vous le faites en vous désengageant du marché mondial, mais évidemment, les forces du marché mondial ne veulent pas voir cela. Elles ne veulent pas cet épanouissement parce que ce qu'elles veulent, c'est la continuation voilà, du cacao et du café à moindre prix ou d'une industrie extractive dans laquelle nous n'avons pas à faire la transformation. Donc, lorsque vous faites ces désengagements sélectifs, vous êtes obligé de choisir des partenaires qui sont intéressés à d'autres schémas de collaboration et de coopération que ceux qui vous assiègent. Donc, c'est de là que le côté sélectif de ce désengagement se fait. Donc, on n'a rien inventé. Le terme de désengagement sélectif lui-même remonte à Litz. Donc, il s'agit d'une démarche dans le capitalisme. Le terme de déconnexion vient de Samir Amin, qui lui est une rupture socialiste. Et donc, nous proposons le panafricentrage, une rupture avec la façon par laquelle nous sommes insérés dans le marché mondial, en tournant ce marché de façon d'abord interne, en nous protégeant d'abord, et être capable de reconnecter dans le marché mondial seulement lorsque nous aurons maîtrisé notre accumulation. Et c'est ça le défi, c'est comment nous pouvons maîtriser notre accumulation. Dès que c'est fait, vous êtes en fait dans une position de développement. Sinon, vous subissez le développement des autres. Merci beaucoup, assez édifiant pour notre assistance, bien entendu, et pour moi en particulier. Et bon, nous avançons vers la fin de la première partie, bien entendu. Mais j'ai une question quand même avant d'aborder la partie qui concerne votre roman Fleuve. Et puis ensuite, c'est le public, hein, c'est-à-dire vraiment, nous aurons 30 minutes de discussion avec notre assistance. Et il y a la question, par exemple, vous avez bien identifié une bataille culturelle. J'aimerais que vous nous expliquiez finalement, opérationnaliser cette bataille qui est bien sûr pour certains évident, pour certains certaines évidente, mais c'est pas nécessairement pour tout le monde. Donc, nous sommes dans une démarche de conscientisation, d'éducation. Ce serait intéressant d'opérationnaliser finalement pour nous cette bataille. Ensuite, quand vous dites pour nous Africains, et comme ici, rapidement, même si je sais que vous avez bien, vous êtes bien conscient de ce nous et de quoi il s'agit, mais pour le grand public, quand vous dites tout à l'heure le nom africain, est-ce que ce nom, comment existe-t-il? Comment on peut percevoir ce nom africain dans la vie concrète des choses? Et comme pour nous, comme pour nous Haïtiens, dans la vie concrète des choses, comment peut-on voir le nom haïtien, etc. C'est assez problématique et pour notre travail d'éducation.
Et puis, le bien commun, bien commun, toujours, hein, je rebondis sur ce qui a été jusqu'à présent dit, et bien commun et bien non commercialisable. C'est une perspective, au horizon, on le souhaite bien, mais dans les documents ou dans même les derniers documents qui sont produits sur le plan global et nous présentent par exemple la culture et comme un bien commun, alors que la culture, bien entendu, dans ces mêmes lieux-là, est bien vendable et commercialisable. Donc, en ce sens, et bien entendu, comme nous parlions tout à l'heure de l'eau, comme bien entendu, vu son service, vu son utilité pour la survie de l'environnement, dont nous-mêmes, et je crois que l'eau, à bien regarder, sans fantasme, est commercialisable et de fait est commercialisée. De fait, je vais m'en acheter un pack là tout à l'heure pour ne pas mourir. Donc, ça veut dire que je suis dans le concret de la chose et c'est vendu, c'est bien sûr, il y a toute une fabrique de cette question et qui manufacturier, etc., qui le met sur le marché et nous, consommateurs, nous sommes obligés d'en acheter, etc. Donc, ça veut dire que comment atterrir pour de bon à penser le bien commun comme effectivement bien commun, mais empêcher qu'il soit effectivement commercialisable. C'est une préoccupation. Et vous avez parlé également de une portion utile du Sahel. Je me demanderais, Oui. est-ce qu'il y aurait une portion qui n'est pas utile à nous de l'humanité? Merci. Oui, alors pour le capitalisme, la portion utile, c'est celle qui est immédiatement rentable. Le reste est mis en réserve ou marginalisé. C'est ce qui vaut les conflits. D'ailleurs, c'est la façon par laquelle les périphéries sont cooptées dans le dispositif. Il s'agit d'aucune façon de rendre péjoratif les peuples ou les zones, mais c'est la façon par laquelle, malheureusement, l'impérialisme impose ces systèmes et nous n'avons pas à les accepter. Donc, je veux juste revenir rapidement parce que vous avez énoncé plusieurs Oui, oui, éléments, désolé, docteur. désolé, désolé, désolé. Mais ce n'est pas grave, je pense que je peux les expliquer relativement simplement. D'abord, cette question du bien commun, de l'eau et de sa marchandisation. Il s'agit effectivement d'un bien qui est un bien collectif et qui n'aurait pas dû être marchandisé et qu'il faut lutter pour qu'il ne le soit pas, même c'est très avancé. Vous savez, le droit à l'eau, un pays qui a accès à de l'eau propre, qui ouvre son robinet et qui le boit, donc vous prenez un verre, donc vous prenez un verre d'eau, vous remplissez votre robinet, puis là, vous le buvez. Cette eau-là, dans un pays qui est développé, cette eau-là, quelqu'un l'a bu avant vous. C'est-à-dire que il a uriné, c'est rentré dans les systèmes égouts, ça a été retraité, on l'a mélangé à de l'eau, ça revient dans le système aqueduc. C'est ça le développement. Donc ça, c'est un droit et on pourrait avoir une eau assainie et propre qui soit à prix rentable ou même gratuite selon on nationalise cette eau et selon qu'on en fait un bien commun, bien sûr en le protégeant, en protégeant ses êtres. Maintenant, il y a l'autre option qui est celui de la privatisation. Donc les sociétés d'État elles-mêmes sont privatisées et on voit petit à petit fondre le dispositif du bien commun au nom de la marchandisation. Et si vous regardez, toutes les étapes de la prospection jusqu'à la consommation ont été déjà des séquences qui ont été nationalisées. Je reviens d'Argentine où là, le débat, c'est sur la propriété de cette eau qui a été nationalisée et qui va être privatisée apparemment avec une compagnie israélienne. Donc, je ne vous parle pas de l'aliénose des eaux, les compagnies françaises qui ont déjà investi dans le futur des eaux, etc. Donc, il y a une bataille pour nous autres Africains sur cette maîtrise de l'eau et pour nous autres Sahéliens, évidemment, avec le stress hydrique, nous devons faire cette bataille de façon importante. L'autre élément, si je ne veux pas perdre le fil, vous vouliez que j'évoque euh, La la bataille question. culturelle. Mhm. La question Voilà. que la guerre culturelle qui est censée Voilà. effectuer mais pour nos Alors, étudiants, etc. voilà. Donc, c'est très important de comprendre il y a des épistémologies, il y a des épistémés, des visions du monde, du Sud, on doit avoir cette révolution cognitive où nous devons aussi faire accepter, comme l'explique Panika, il y a un terme un peu bizarre, il appelle des équivalents homéomorphes, c'est-à-dire qu'il y a d'autres conceptions des droits humains, du vivre ensemble, des devoirs qui viennent de d'autres sociétés, la vision indienne du monde, la vision chinoise, etc. Et donc, nous avons adopté une vision universelle eurocentrique et il faut aujourd'hui faire une bataille
pour associer les autres visions du monde pour aller vers une universalité. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on aura une universalité. Bien sûr, des organisations comme l'UNESCO qui ont été créées pour faire ce système-là, ont été elles-mêmes des organisations créées pour la reproduction d'un ordre mondial. Donc l'UNESCO elle-même n'est pas représentative de ce que j'essaie d'expliquer. Donc il faut une réforme de l'UNESCO. Vous venez de voir que les États-Unis vont pour une deuxième fois faire un boycott de cette institution et c'est vraiment dommage, mais ça fait partie malheureusement des chantages sur cette question de l'aliénation et cette bataille idéologique sur la culture. Donc nous avons à faire ce travail immense de reconquête culturelle en découvrant les autres acceptions culturelles sur ce qui est la construction d'une civilisation humaine. Donc, notre effort pour nous, c'est ça. C'est euh, une sorte de bataille entre le capitalisme et une civilisation. Donc, entre la barbarie et la civilisation. Cette civilisation humaine, elle est à construire. C'est-à-dire, à partir du moment où une œcumène humaniste comprendrait qu'il est possible de créer des lois et des principes éthiques universels où on va emprunter des visions du monde pour construire le vivre ensemble, ça c'est quelque chose qui est possible, mais ça suppose le respect de la dignité des autres, comprendre comment les nations indigènes, comment les subalternes du monde ont aussi voix au chapitre, et en associant ces dispositifs-là, on pourra effectivement créer un autre modèle. Et Merci. donc, j'ai voulu expliquer cela dans cet ouvrage, donc Souvenir du captif du phare, qui était un ouvrage que j'ai écrit au milieu des années, vers la fin des années 90, euh, et que j'ai petit à petit finalement achevé, et qui malheureusement a été plagié aux éditions Gallimard par un ouvrage qui s'appelle Globalia. Et actuellement, cet ouvrage sert de témoignage des pratiques de contrefaçon chez Gallimard dans une autre affaire qui est l'affaire Welbeck contre Gadiola, qui est un autre auteur. Moi, c'était Jean-Christophe Ruffin, lui, c'est Welbeck. Et donc, dans l'affaire Welbeck et Gadiola, mon ouvrage est utilisé pour montrer en fait les pratiques voilà, de plagiat et d'emprunt d'épistémé du Sud par des forces du Nord qui, au nom de best-sellers, parviennent à reprendre euh, le pas hein, sur la culture et maintenir ces formes d'aliénation. Et donc, une fois que ce sera démontré, pour nous, ce sera des petites victoires. Dans ce roman, qui a séjourné chez le même éditeur au même moment, nos deux ouvrages ont séjourné là et ils ont des ressemblances anormales puisque l'essentiel de la trame est similaire. Mhm. Ouais, bon, merci. On rebondit directement sur le roman. Merci pour l'introduction à cette partie. Mais vous avez ici, avant de faire cette traversée, vous avez ici appelé à la co-responsabilité pour finir avec ce document. Vous avez appelé à la co-responsabilité, si je comprends bien, si je lis bien, et de chaque citoyen et de chaque citoyenne, bien entendu. Et ça, c'est important de que chacun et chacune se sente responsable. Mais c'est-à-dire être capable, c'est-à-dire être capacitable comme en espagnol, c'est-à-dire rendre capable, être finalement pour le bon pouvoir agir. Et là, alors que nous sommes dans un environnement politique et qui fabrique des non-citoyens et des non-citoyennes. Et c'est bien maintenu, du moins chez moi, en Haïti. Et voire même sur un point de vue plus global où des gens, et de toute façon, qui sont un empêchement euh, de jouir de ce statut de citoyen. Et on voit que des citoyens qui sont destitués, le statut bien entendu, qui sont destitués, et puis c'est presque pas, ça a l'air d'être normal. Et maintenant, comment est-ce que vous avez, bon, c'est un document qui date de 2023 et la publication. Et j'aimerais vous demander, avant de terminer cette partie, la mise en œuvre de ce document, qu'en est-il quel est l'état des lieux par rapport aux idéaux avancés et que je trouve quand même assez utopique, mais ça veut dire pour moi intéressante, hein? C'est-à-dire en termes de Et- perspective. Et, non, et, écoutez,
Tout à fait. Comme vous l'avez expliqué, dans le capitalisme, on n'a pas vraiment besoin de citoyens, on a besoin d'usagers. Donc, on a transformé lorsque le capitalisme arrive à ses fins, l'individu est un consommateur, c'est un usager. Euh, Retrouver les droits citoyens et de comprendre ce qu'est le civisme et d'avoir un comportement civique responsable, de se sentir partie de la police, c'est-à-dire de la vie politique du pays, d'être à la fois dans le mécanisme de décision, de participation, d'exécution. À ce moment-là, vous avez effectivement un citoyen responsable, une citoyenne responsable. Et c'est cette construction qu'il faut faire. Ça passe par le droit à la tolérance, à la laïcité, à une séparation de tous les pouvoirs et pas d'émission des systèmes de croyance dans le vivre citoyen ensemble. Et ça va être un travail très difficile puisque les culturalismes vont tout faire, le capitalisme va tout faire pour harnacher et transformer ce citoyen. Et dans la perspective où la réponse du capitalisme est une réponse technocratique euh, et violente, j'ai voulu préfigurer dans ce qui pouvait nous arriver, qu'il fallait qu'on se ressaisisse par une repolitisation démocratique de nos masses. Donc, le document est fait pour cela. Donc, c'est un document qui a été proposé à la période des élections présidentielles. Il y a eu 6 candidats qui ont utilisé le projet de société Sénégal-Sénégalité pour en faire leur programme, ce qui, je pense, ne s'est jamais fait sur le continent africain. Il est donc toujours sur la place publique et nous osons espérer que de plus en plus de forces progressistes vont pouvoir l'utiliser. Nous voyons que effectivement les partis de plus en plus l'utilisent. C'était pour cela qu'il a été fait. D'accord, merci. Bon, il y a, si, je ne sais pas si le public, maintenant on veut écouter, revenons rapidement au grand public. Voilà le roman, tout est beau, comme disent les Québécois. Et le roman dont le visuel en soi annonce des choses, mais ces choses sont annoncées ou du moins arrivent dans le présent. C'est ce que je comprends, notamment à la quatrième de couverture de cet ouvrage que je peux tenter quand même de lire. Je prends quelque chose de quelqu'un qui a présenté l'ouvrage ici. C'est Chantal et Ismé. Et elle a écrit disons, un compte rendu sur l'ouvrage, assez émouvant d'ailleurs, et quelqu'un vraiment qui a pénétré l'ouvrage comme vraiment rien, c'est comme sans embâche. Vraiment, on a vu qu'elle a disséqué l'ouvrage pour nous rendre quelque chose qui s'appelle compte rendu de lecture, en tout cas, je le titre comme ça. Et lisant la quatrième de couverture, cet ouvrage, finalement, c'est votre pensée tenant compte que c'est un ouvrage assez commencé, c'est au fur et à mesure que vous l'écrivez, et ça veut dire le mûrissement de votre pensée. Et ça veut dire qu'on doit en tenir compte hein, dans votre biographie. Dans le texte de Chantal Ismé, elle le titre comme ça, Voyage dans l'univers d'un rebelle. C'est-à-dire, j'imagine, c'est vous. Hein. Tout ceci classe et votre perspective toujours dans le présent. Et en filigrane, souvent de manière flagrante. OK. Et la trame du récit, dans un enchevêtrement entre l'analyse, les aventures et l'histoire, nous plonge dans un futurisme et si réaliste que le présent s'estompe. Vraiment, on parle du futur, mais en même temps, c'est dans le présent qu'il faut agir, etc., pour avoir une certaine maîtrise, si possible, de ce futur. Donc, et en même temps, elle nous dit, vous évitez de tomber dans le passéisme et dans les catégories sociales en présence sont décortiquées, explorées. Le culte des technologies que j'avais signalé tout à l'heure au départ dans mon auto et culte technologique, technocratique, ils sont, bien entendu, dénoncés. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez, au-delà du saga entre cet ouvrage qui a été plagié et qu'il faudra dénoncer mondialement et parce que c'est pas normal, et ça, c'est trop douloureux de pratiquer la solitude pour écrire et on s'isole pour écrire. Bien entendu, on ne peut pas, c'est pas pour des gens, mais on peut pas écrire en marchant. On peut s'arrêter pour prendre des notes quand même. Mais ça veut dire qu'on doit s'isoler des autres. Ça veut dire que des gens qu'on aime en général, et pour pouvoir écrire quelque chose qui soit lisible et compréhensible au point que ça peut émouvoir le monde. Au-delà de cette question du vol finalement de votre identité, de votre projet pour l'humanité,
et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour de bon pour que les Caribéens, les Américains, et les Haïtiens, Haïtiennes puissent effectivement nous dire, bon, je vais commander Monsieur Fall. Et parce qu'il faudra absolument le lire. Puis, Oui, j'espère qu'on va gagner ce procès. ben, bon, oui, c'est pour c'est juste la justice, de toute façon, pour nous, et intéressés à l'écriture et à la production intellectuelle, et disons, propriété intellectuelle. Oui, ben, merci encore à Chantal Ismé pour sa recension très élogieuse de mon ouvrage. En fait, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, parce que bon, le tirage a été limité, je résume très rapidement l'histoire, hein. Alors, l'histoire, c'est vous essayez d'imaginer le monde dans lequel nous sommes et vous projetez euh, dans 60, 80 ans. Avec un système capitaliste qui s'est fascisé et qui s'est aggravé, avec le contrôle des ressources au nom du bien commun, justement, par une confédération qui est le produit de la fusion du capitalisme avancé, d'un supra-impérialisme et donc de firmes multinationales et d'États puissants qui dictent un nouveau code au début au niveau de la gouvernance de l'eau, mais petit à petit au nom du bien commun, en réalité pour la perspective de continuer de façon technocratique ce capitalisme. Mais il se trouve que les élites qui dirigent cet ordre, plutocratique et oligarchique, euh, réussissent à bénéficier d'une prouesse scientifique qui est que les télomères qui font que le vieillissement s'amorce chez un individu dès la quarantaine, eh bien, s'arrête. Et donc, du coup, on peut rester indéfiniment à 40 ans, pendant 80 ans, 100 ans. Donc, évidemment, si on faisait un sondage, la plupart des gens sont intéressés. Et cette prouesse technologique permet à cette catégorie que j'appelle les surêtres de coopter dans leur rang, voilà, des gens riches et célèbres, mais aussi les gens les plus utiles à la perpétuation et la reproduction de ce nouvel ordre. Mais bien sûr, pour le démocratiser, il y a eu une pandémie très grande et cette pandémie a imposé un vaccin et ce vaccin pour l'obtenir, il faut donner votre relevé rétinien. Et ce relevé rétinien permet une carte d'identité génomique à l'échelle de la planète. Et donc, pour démocratiser cet accès très restreint à cette catégorie de surêtres, il y a un tirage annuel dans lequel vous regardez le ciel et le satellite prend randomly, donc par hasard, sur la planète, dans la Confédération, quelques gens qui eux aussi vont pouvoir être surêtres. Mais cette perspective, on la présente un peu comme on dit aux gens dans le néolibéralisme, vous allez être riche. On dit aux gens, un jour, vous serez surêtre, juste attendez votre temps. Et donc, il se crée une sorte de différence entre nous, humains, que eux, les surêtres, appellent les humanimales, qui est resté encore primaire, et ce surêtre qui est bardé de technologie, il porte une combinaison, ses synapses sont connectées à un superordinateur, évidemment, on n'est plus un ordinateur binaire, et là, les facultés prodigieuses sont décuplées. Ils portent une combinaison qui détecte les microbes, qui détecte la pollution, et ils vivent dans une capitale qui s'appelle New World, dans laquelle, évidemment, l'air est pur alors que l'air extérieur est axène. Et c'est contre cet ordre qu'un rebelle, donc, qui vient des zones périphériques, excentré, va se rebeller. Et c'est cette histoire-là de ce rebelle qui est racontée. Donc, je ne vais pas trop vous raconter l'histoire, mais c'est un peu ce rapport Merci, de merci. conflictualité entre les subalternes et un ordre hyper plutocratique qui s'impose. C'est une Entre- sorte de frayeur que nos générations ont eue dans les années 2000, voilà, qui semble s'avérer. Merci de me l'avoir signé. Donc, Voilà, merci beaucoup. oui, avec grand Nous allons- plaisir, avec grand plaisir. je vous le présente. Voilà, voilà. C'est de cet ouvrage-là que, de toute façon, il s'agit de l'avoir et que je crois qu'il y a quelqu'un qui me demande de l'apporter en Haïti pour mon prochain voyage. S'il n'est pas loin ici dans cette séance, eh bien, je rentre en Haïti. Donc, préparez-vous Avec, tu es pour en le charge du résumé en créole. Ouais, voilà, pour le recevoir. Donc, eh Oui, ben, donc en 455 pages, je crois avoir noté. Et ouais, c'est ça, ça veut dire c'est fleuve, hein, 451 pages. Paru chez les éditions Le Grenier, hein, assez significatif également. On sait bien, nous paysans haïtiens, nous haïtiens, comment c'est utile nos greniers. Là, nous cachons nos grains pour le temps, pour les temps difficiles.
Et en ce sens, merci pour ce parcours et ce livrable qui est quand même autour duquel il y a la justice ou une certaine justice est mobilisée. On espère nous souhaitons bien à l'Afrique que l'auteur bien mérité gagne et que nous allons fêter ça ensemble, bien entendu, dans le Sud global. Et bien entendu. Bon, pour ne pas être trop égoïste, en tout cas, moi en particulier, j'ai plein de questions, mais je crois que c'est nécessaire à ce que notre audience participe pleinement à cette séance et que nous ouvrons le micro à tous ceux et celles qui souhaitent ajouter quelque chose ou du moins se poser une question. C'est une opportunité de parler, de discuter avec un monsieur aussi immense, avec plusieurs engagements. Et engagements, c'est rare. En général, les engagements sont verbaux, mais c'est utile quand même, verbaux. Mais ce sont des engagements écrits auxquels on peut accéder, on peut partager. La transmission est censée très facile. Par exemple, ce document-là, parlant du document cadre et de la gauche sénégalaise un peu élargi sur le continent, avec le concept, en tout cas pour moi, clé, qui est une proposition panafricanisme et centrée sur l'Afrique, que M. Fall vient de faire l'opérationnalisation de ce concept, que nous avons discuté bien entendu ici. Je crois que ce document va être en circulation et est déjà en circulation. Si les Haïtiens et les Antillais ne l'avaient pas encore vu, eh bien, c'est le moment. Donc, le lien est en circulation. Profitez-en gracieusement et soyez généreux avec les autres qui n'ont pas encore disposé, lu. Et en gros, à vous la parole. Et je crois que j'ai quand même fait un parcours et merci à l'auteur et pour son travail et que, bien entendu, qui vient de commencer, hein. Longue vie à vous. Merci. Allez-y. Et manifestez-vous. Ne soyez pas timide quand même. Bon, bah, je me lance. Allez-y. Allez-y. Bienvenue. Et bonsoir, bon, merci pour les présentations. Et moi, je reviens à la présentation au début de la conversation. Et j'aurais une question que j'aimerais que M. Fall adresse. Euh, c'est sur la question de la rupture sélective et du désengagement sélectif dans le cadre du système capitaliste. Et je suis plutôt curieuse, en tout cas, je vais formuler ma question. C'est comment est-ce qu'il voit la rupture sélective ou le désengagement sélectif sans tomber dans le maintien du statu quo capitaliste ou du capitalocène? Et comment arriver à faire ça? En tout cas, bon, bref, en fait, c'est ça ma préoccupation. Parce que on peut bien vouloir, je comprends la logique que, bon, et si on prend le contexte actuel, que c'est peut-être compliqué pour son pays, notre pays, nos pays à nous, là, bon, moi je déteste le Grand Sud, le Grand Nord, qui décide qu'est-ce qui est Sud, qu'est-ce qui est Nord. Bon, les pays dominants, les pays dominés, moi je préfère ça. Donc, comment et qu'on n'a pas peut-être le moyen, mais bon, si je réfère à la Révolution haïtienne, par exemple, si les esclaves se disaient la même chose, on serait encore peut-être en esclavage. Donc, je ne suis pas en train de dire que forcément qu'il faut tout bousiller, boum, boum, allez, voilà, mais comment opérationnaliser cette affaire sans tomber dans le maintien du statu quo capitaliste et du capitalocène? Voilà. Merci. Merci. Merci Chantal pour cette question quand même que j'ai tenté quand même de rebondir avec notre invité sur cet aspect du document bien entendu. Et puis en passant, le sud global, nord global, c'est pas totalement géographique et comme tel que conceptualisé par les faiseurs finalement de zones dominant-dominées. Donc, Je le sais, et c'était une autre discussion, on n'y rentre pas là. d'accord, on n'en fera rien. Vous et moi, nous aimons bien discuter. Allez-y. Et donc, de toute façon, ce sud dont nous parlons, c'est principalement la périphérie. Donc, c'est tous les pays qui sont insérés dans une mondialisation au profit des forces impérialistes et capitalistes
qui trouvent un intérêt parce qu'ils sont dans la position antisystémique. Et donc, on parle d'une rupture sélective s'il s'agit effectivement d'une déconnexion. Donc, que Samir Amin a eu quand même le privilège de dénoncer très tôt, dès les années 70, et qui allait en élaboration, puisqu'il faut créer une autre loi de la valeur pour rompre de ce système. Et comme je l'ai expliqué, vous ne pouvez pas rester dans le même système comme l'explique Chantal, puisque justement, vous essayez de maîtriser votre accumulation en rompant et en recréant cette accumulation en la faveur d'un marché de biens de consommation de masse, mais surtout d'une formation sociale, populaire, nationale et populaire, ou en tout cas dans notre espoir fédéral et populaire. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure à Dr Kessler tout à l'heure, il faut que vous réussissiez à maîtriser ce qui permet justement de se développer et qui fait que vous êtes sous-développé. Et donc, c'est pas très sorcier au fond quand on y pense. C'est d'abord cette rupture au niveau de l'autosuffisance alimentaire, comme je l'ai expliqué. Si vous ne consommez pas vos produits, bien, vous n'êtes absolument à la solde des autres. Vous êtes obligé d'importer vos biens de consommation. C'est la première tentative. La seconde, c'est la maîtrise de vos ressources nationales. Elles doivent être minimalement nationales. Donc, j'essaie d'expliquer qu'en fait, le caractère sélectif de la rupture fait que vous ne pouvez pas rester dans le même système. Il n'y a aucune possibilité que vous restiez dans un système. Évidemment, il ne s'agit plus de rester intégré, il s'agit justement de déconnecter de ce qui est votre subordination à l'ordre mondial. Donc, vous essayez de maîtriser votre accumulation. Ça suppose une autosuffisance alimentaire, ça suppose une maîtrise de vos ressources nationales qui sont nationalisées, ça suppose que vous ayez un contrôle de votre système de communication, ça suppose que vous ayez une capacité d'autodéfense et ça suppose que vous ayez un système de monnaie ou en tout cas une monnaie qui n'est plus adossée à la monnaie qui vous domine ou en tout cas avec un panier de devises collectif en autonomie collective. Alors à ce moment-là, vous créez d'abord un marché de biens de consommation de masse qui est déconnecté du marché mondial. Ça veut dire que vous allez devoir protéger vos produits, protéger vos paysanneries, protéger vos artisanats en modernisation, protéger vos formes d'industrialisation avant de pouvoir revenir de façon complémentaire maintenant, peut-être sous la forme, comme l'a fait la Chine, un socialisme de marché, sous la forme d'un capitalisme d'État, mais nous, ce que nous voulons, c'est la construction dans une sorte de socialisme africain renouvelé que nous appelons le panafricentrage. Donc, il ne s'agit pas d'autarcie, il s'agit véritablement d'éléments de rupture. Et l'impérialisme l'a très, très bien compris, puisqu'il a dissuadé toutes les initiatives qui ressemblaient à cela dans les 60 dernières années, sachant pertinemment que ce que j'essaie d'expliquer est tout à fait à notre portée. Mais pour ça, il faut que nous éveillons nos peuples, il faut que les peuples soient les instruments de cette transformation. Moi, je crois que c'est possible, mais ça prend une conscience populaire, ça prend un éveil, ça prend le dépassement des systèmes de croyances et d'aller vers la connaissance objective, la capacité proactive de l'agentivité des êtres humains responsables, civiques, citoyens et citoyennes, qui ont changé leur mentalité masculine, qui ont ouvert aux perspectives d'un féminisme intégral. Et à ce moment, responsable de l'écosystème et de l'environnement, vous pouvez aller vers un être humain renouvelé, en tout cas, moi je l'espère. Tout autre scénario, malheureusement, est la perpétuation de la barbarie qui est l'hypertrophie du capitalisme qui va aller en s'accélérant dans le fascisme, qu'il soit mou ou un fascisme accéléré. Et donc, il n'est pas question d'aller vers là. Voilà pourquoi il faut que nous infléchissions nos luttes. Mais bon, j'ai trop parlé, il y a d'autres camarades qui veulent Ouais, d'accord. intervenir. Nous avons deux mains des manifestations. Il y a nous, désolé pour ma prononciation. Et s'il le souhaite encore, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous écoutons parfaitement bien. Merci beaucoup. Allez-y, prenez la parole. Ok, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je tiens aussi à remercier le professeur Aziz Monfat pour la clarté et la pertinence de son propos. Et je magnifie vraiment l'idée et voilà. C'est intéressant quand même d'organiser ce genre de panel pour permettre à de grands experts comme Aziz de pouvoir s'exprimer et de pouvoir aussi être en connexion avec les jeunes panafricanistes que nous sommes. C'est vraiment intéressant. Voilà, moi en fait, j'aimerais lui poser une question. Bon, par rapport à, je peux dire, sa plateforme, hein, Sen Égalité. Bon, parce que je sais que je l'ai lu, hein, je l'ai parcouru 2 fois et je trouve son intéressance et bon, sa pertinence est vraiment
c'est très intéressant quand même comme proposition. J'aimerais lui poser cette question. Comment est-ce que l'on peut s'approprier de cette plateforme Sénégalité en parallèle avec la vision Sénégal 2050 du président Diomaye Faye pour un développement harmonieux du Sénégal, voire même de l'Afrique? Comment peut-on s'approprier de cette plateforme Sénégalité en parallèle avec le projet, la vision du président Diomaye Sénégal 2050? Merci. Bon, en fait, pour les gens qui sont au Sénégal et qui sont attentifs, auront déjà remarqué que le parti au pouvoir, souvent, s'approprie des slogans ou des pratiques sans dire nécessairement d'où il les prend. Euh, Par exemple, le slogan Jubal Jubanti, qui est donc redressé, pour ceux qui ne parlent pas le Wolof, est un slogan qui n'est pas du PASTEF, c'était le slogan de Tahotem. On disait Jubal Jubanti, Natal Askanui. C'était Ibrahim Fall qui avait lancé ce slogan-là. Donc, il n'y a pas de reconnaissance que ce slogan venait d'ailleurs. On voit en filigrane dans le projet actuel des éléments qui relèvent carrément de notre projet de société, ces autoroutes de l'eau, la maîtrise de l'eau. C'est très clair que nous avons eu une certaine influence. Maintenant, cette appropriation, c'est la construction, c'est la co-construction. Nous aidons des camarades au Mali, des camarades au Burkina Faso. Il y a des échanges de vues. Ce document est lui-même le produit, même si j'ai eu à le finaliser, le produit de plusieurs expertises qui ne veulent que le progrès des pays de la sous-région. Donc, on l'a confié au PASTEF, comme on l'a confié à toutes les forces qui étaient de gauche. Certains s'en sont emparés ouvertement, d'autres l'utilisent ou en tout cas prennent ce qu'ils veulent pour pouvoir aller vers leur construction. Donc, je pense que pour l'instant, en tout cas, nous ne sommes pas des opposants, nous sommes dans la construction anti-néocoloniale, progressiste, féministe, écologiste et aussi longtemps que ces forces œuvreront dans cela, on se retrouvera sur les mêmes chemins. Maintenant, pour nous, il n'est pas question que la condition féminine soit sacrifiée. Il n'est pas question que l'impunité perdure, que l'enrichissement illicite perdure. Et il n'est pas question qu'on sacrifie, au nom des micronationalismes et des souverainetés, le projet panafricain qui, pour nous, est le seul viable. Il faut aller vers un État continental. Donc, tant qu'on est d'accord sur ces choses-là, nos chemins ne peuvent que se croiser. Merci encore une fois Allô? pour la clarté. Et, et Allô? il y a Allô? Saül. Allô? Il y a Saül, c'est un étudiant en maîtrise qui a levé la main. Donc, Monsieur Saül, j'imagine, depuis Port-au-Prince, prenez la parole. Oui, bonsoir à tous. Merci, docteur Kessler Bien-Aimé, et merci également à notre conférencier, monsieur Salmon. En tant que politologue, j'aimerais savoir si Haïti peut intégrer ou s'il y a un processus administratif et juridique pour qu'Haïti puisse intégrer le panafricanisme. J'aimerais savoir s'il y a des provisions légaux. Ensuite, vous avez abordé le mouvement contre l'apartheid et vous avez effleuré également Haïti est dans une situation plutôt difficile que ce mouvement. J'aimerais savoir votre avis sur comment Haïti peut se positionner de manière très différente que nous sommes ici maintenant. J'aimerais savoir quelles sont les solutions pour avoir une bonne rupture sélective. Merci. Merci, Oui, merci, Saül. merci Saoul. Bon, comme vous savez, il y a eu une démarche au niveau de l'Union africaine de reconnaître une sixième région, donc toutes les diasporas, donc évidemment incluant Haïti. Mais pour nous, qui sommes voilà, ce qu'on peut qualifier des panafricanistes révolutionnaires, pour nous, c'est Haïti même qui déclenche le panafricanisme. Sans Haïti, il n'y a pas de panafricanisme. C'est eux qui, par leur rupture déjà contre l'ordre du monde dans lequel ils étaient insérés, amènent la possibilité pour des Africains de prendre le pouvoir et d'essayer de changer l'ordre du monde, et on le leur fait payer. Donc pour nous, ce point de départ, c'est le moment fondateur.
Et donc, il serait injuste de ne pas associer dans les luttes et qu'il n'y ait pas une place. Ce n'est pas seulement une question d'ontologie et d'histoire, mais qu'on ne reconnaisse pas cette linéarité et cette continuité. Donc, dans notre schéma, bien sûr, il y a une continuité et une place ouverte pour tous les gens qui veulent participer au processus progressiste panafricain. Mais pour cela, il faut libérer les autres territoires des Caraïbes, la Martinique, la Guadeloupe, les territoires aussi de Nouvelle-Calédonie et ailleurs, qui sont des terres que les systèmes coloniaux persistent. Il faut réussir à réparer la dette odieuse que la France refuse de payer. Et surtout, il faut démanteler le dispositif oligarchique et mafieux qui maintient sous chantage toute possibilité d'oxygène et d'épanouissement du peuple haïtien et qui permet lui-même le retour dans les contrées de ces diasporas qui ont été écartelées. Et bien sûr, nous sommes plus que intéressés à les accueillir. Vous vous souvenez que sous le président Ouad, on a accueilli quelques centaines d'Haïtiens, mais ce n'est pas suffisant. Il y a actuellement au Bénin une ouverture où la nationalité béninoise est accordée, mais c'est clair que si des gens comme nous prenons le pouvoir, le passeport panafricain est accordé en priorité aux diasporas qui ont été meurtris et on ne peut pas construire ce panafricanisme sans nos frères et sœurs qui sont restés en rade depuis des siècles et dont les descendants souffrent actuellement. Donc oui, nous voulons la construction de ce type de panafricanisme. Maintenant, institutionnellement, juridiquement, il faut l'enchasser. Il y a eu un début de l'Union africaine de le prévoir, mais je pense qu'il faut que nous allions un peu plus loin. Et cette Afrique-là, j'ai eu la chance de visiter quand même pas mal de pays où les africanités perdurent. Au Brésil, dans les Caraïbes, au Mexique, il y a des communautés entières d'Africains américains qui vivent là, aux États-Unis, et qui ont besoin de reconnecter avec leurs africanités. Vous savez, je donne un exemple simple, le tchoup, quand je fais comme ça, hein, ça, c'est typiquement africain. Il n'y a aucun autre peuple qui fait ça. C'est des éléments de notre africanité. Et ils persistent malgré tout. Notre joie de vivre, notre optimisme, le fait que nous n'ayons pas la peur du lendemain, le fait que nous soyons d'impénitents optimistes qui croyons en la force vitale, c'est les éléments de nos africanités. Ce n'est pas seulement dans le candomblé, voilà, ou simplement dans les divinités du vaudou ancestral. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est les éléments qui nous distinguent de l'asiatique, qui nous distinguent de l'occidental. Et c'est recouvrer ces choses-là et créer les conditions harmonieuses d'échange, d'épanouissement dans une Afrique libérée. À ce moment, oui, absolument, des Haïtiens vont pouvoir partir, s'établir, revenir en terre haïtienne, reconnaître les droits des Premières Nations, des Taïnos qui ont disparu, etc. Donc, il y a vraiment tout un travail de reconstruction, de reconstruire le bien-vivre qui doit se faire. Et merci, encore une fois, merci à Saül pour la question. Et nous avons deux questions en liste. Nous avons Stacy, ensuite Edou. Donc, ils sont deux. Non, en fait, Edou veut rentrer. Bienvenue. Mais la question de Stacy a une question. Donc, Edou, ce n'est pas une question, c'est quelqu'un qui souhaite rentrer. Donc, je l'ai admis dans notre chat, même si nous apprêtons à terminer notre séance. Mais ce n'est pas grave. Ce sera traité et mis en ligne. Et bien entendu, en petits morceaux, parce que de plus en plus, le temps d'aujourd'hui fait que les gens, paraît-il, ont de moins en moins de temps. Ils sont tellement impatients, ils ne peuvent pas écouter quelque chose d'une quinzaine de minutes. C'est grave. Ceci, allez-y, également étudiante en maîtrise de l'Université d'État d'Haïti. Et ouais, ceci encore. S'il y a quelqu'un d'autre entre-temps qui peut prendre la parole pour... C'était assuré, mais on la comprenait quand même. Hein? D'accord, merci. En fait, j'ai posé la question dans le chat, mais si vous tenez à ce que je parle, tant mieux. Oui. Et, oui, en fait, je commence très rapidement. Je salue et félicite notre invité et je dis bonsoir à tout le monde. En fait, j'ai une préoccupation qui est la suivante. En fait, au regard même de la formulation du sujet d'aujourd'hui qui
qui met en évidence la question de la souveraineté africaine et dans la perspective, je dirais, panafricentrée qu'avait évoqué le politologue tout à l'heure. J'ose comprendre le mot enjambé comme une volonté de mouvement, de dépassement ou même de repositionnement, dans la mesure où c'est une situation qui nous amène à partir de nos, en fait, je dirais, de nos propres repères, et ceci malgré la persistance de certains obstacles. Donc, j'aimerais savoir, selon notre invité, et le politologue Aziz, quel pas l'Afrique a-t-elle réellement franchi vers sa souveraineté et quelles étapes restent les plus cruciales aujourd'hui pour réellement ancrer cette souveraineté africaine dans une vision, je dirais, endogène et même décoloniale. Voilà, merci. Merci Stacy, depuis l'Université d'État d'Haïti, merci de vous manifester comme ça. Dans le monde global, on pense qu'Haïti n'existe plus. Voilà une étudiante en cours, disons, en cours de session qui pose une question qui fait sens, qui fait du sens pour nous en tout cas. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Merci Stacy. Effectivement, les enjambées, bon, c'est le titre que Dr. Kessler avait pris. Il s'agit peut-être de traduire les avancées révolutionnaires, des avancées peut-être timides, mais qui sont amorcées. Comme vous le savez, le temps, il faut le regarder sur le temps long. Il y a eu des indépendances qui ont été négociées, des indépendances qui ont été arrachées. Ça fait à peu près une soixantaine d'années, une quarantaine d'années pour les sociétés dites lusophones. Et là, on observe l'écroulement du mode néocolonial de croissance, c'est-à-dire que les pays comme la France sont en train de perdre ce qu'ils appelaient leur précaré. Donc, la semaine dernière, les bases militaires françaises ont fermé au Sénégal. Elles ont été désavouées au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Il y a un redéploiement, bien sûr, des forces de l'OTAN qui miniaturisent, qui changent leur façon de faire, qui évitent qu'il y ait des soldats sur le sol, qui font des guerres panoptiques par drones, satellites, etc. Donc, c'est clair qu'il y a une portion de l'impérialisme qui revoit les cartes, qui aussi comprend que ces guerres asymétriques sont aussi des pièges par lesquels on va pouvoir faire introduire les ennemis d'antan pour pouvoir créer une conflictualité. Donc, c'est ce qui permet que les Russes arrivent dans cette sorte de piège qui va être la perpétuation de la logique de guerre. Donc, nous en sommes très conscients, mais aussi de la volonté délibérée de freiner la Chine. Donc, tous ces pays qui aujourd'hui, au nom d'un certain souverainisme, sont dans cet engrenage, les enjambées dont on parle, elles vont sur un chemin. Donc, vous faites donc des pas. Soit il y a un chemin qui est déjà tracé, soit il se fait en marchant. Alors, il y a des gens qui considèrent, par exemple, que ce qui se fait par les pays de l'AES sont des avancées à caractère révolutionnaire, de rupture. Il y en a d'autres qui considèrent que non, il s'agit de formes populistes qui, jusqu'à présent, ne traduisent pas totalement les aspirations populaires. Toujours est-il qu'on voit des éléments de rupture avec l'ordre ancien. Donc, il y a un nouvel ordre, une sorte de transition dans laquelle nous sommes rentrés et qui va être peut-être sur un temps long, mais extrêmement dynamique et précipité. Et pour nous, il s'agit de l'infléchir dans le sens des aspirations de souveraineté, mais pas de souveraineté seulement nationale, de souveraineté continentale. Et de changer aussi le rapport de force. C'est pour ça que nous travaillons dans un effort tricontinental, de changer le rapport de force en disant, mais c'est les pays du Sud global qui doivent se mettre ensemble pour soutenir les efforts antisystémiques, mais de comprendre qu'eux aussi ont tout intérêt à ce qu'il y ait un basculement du monde pour non pas aller vers une multipolarité, mais une pluripolarité agissante qui veut changer les règles du jeu de l'ordre international et qui veut faire participer les peuples des périphéries dans une autre forme d'universalisme. Donc, c'est vers ces enjambées, c'est vers ces poussées que les luttes de nos peuples doivent être canalisées. Et même si elles sont timides et évidemment susceptibles d'échouer ou d'être reprises par la contre-révolution, comme on l'a vu dans les printemps arabes, il y a une vigilance à surveiller comme du lait sur le feu ces petites avancées. Donc, c'est la situation au Congo dont on n'a pas parlé, un Congo qui est assailli par un pays proxy qui est le Rwanda, la situation dans la Corne de l'Afrique qui est toujours aussi délétère, les situations que vous avez décrites tout aussi bien dans les Caraïbes et à Haïti participent de cette gestion impérialiste de l'ordre du monde. Donc, il faut faire des luttes. Donc, c'est sûr qu'actuellement, dans le cas d'Haïti, on ne peut pas percevoir les résistances et la résilience
comme étant des avancées. Mais en réalité, le simple fait que ces luttes perdurent, même si des bandes organisées ont pris en otage ce qui reste de l'État, il y a dans la résilience du peuple haïtien, sur le temps long, une capacité de résistance et des voix antisystémiques qu'il faut écouter pour bien se rendre compte qu'il y a une riposte possible. Et cette riposte sera tôt ou tard inévitable. Et pour nous, en tout cas, c'est le même espoir qui nous tient jusqu'à aujourd'hui. Malgré la gravité, et je ne sous-estime pas la gravité de l'ampleur de ce que Haïti vit, de ce que d'autres pays comme le Soudan en Afrique vivent, donc des pays qui ont littéralement implosé, ou même la Somalie, dans ces moments de chaos, vous avez des vitalités des sociétés qui montrent d'autres façons de faire lorsque même l'État n'est plus là et qui montrent la persistance des africanités et des capacités d'épanouissement et de résistance des peuples. Et cette force-là, il faut que nous apprenions à les canaliser et à les écouter et à les soutenir. Infiniment merci encore pour la question de Stacy. Et puis la réponse, bien entendu, est donnée à nous et qui sommes, disons, branchés. Vraiment, il est l'heure de terminer. Et ce sera, si je me permets de demander au politologue de nous dire, pas son dernier mot, de toute façon, nous aurons encore à l'écouter, c'est certain, mais c'est qu'un début, parce qu'il faut de plus en plus que de plus d'intelligence s'adresse au monde. Et pour clarifier un certain nombre de choses, hein, parce que sortir de cette forme de routine et puis sans explication comme quoi il n'y a pas moyen d'expliciter tout ça. Et je crois que l'Afrique en a produit et les sociétés, bien entendu, mais dans leurs difficultés, et produisent quand même des intelligences qui peuvent expliquer des phénomènes qui nous concernent sur le plan global. Et Monsieur Fall, nous permettons ici à l'Ouafrique de vous nous dire, pas votre dernier mot, mais pour cette séance, quand même, il y a ok, c'est maintenant qu'il se branche, mon fils Loïc bien-aimé. Et, mais bienvenue, monsieur bien-aimé. Et donc, ça veut dire que c'est le moment de nous dire ce mot-là. Oui, vous savez, bon, pour moi, les intelligences, comme disait Gramsci, hein, tous les êtres humains sont des intellectuels, même si une catégorie en a fait sa profession. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre la solidarité des peuples, qu'ils soient du Nord ou du Sud, dans la construction d'un internationalisme. Et cet internationalisme, pour nous, il doit être sur une base anti-impérialiste, sur une base écologiste, féministe, et que cette solidarité de tous les peuples euh, doit œuvrer pour la construction d'une civilisation universelle, euh, dans le sens que nous sommes tous embarqués dans un destin. Et ça a été écrit très clairement dans l'appel de Bamako. Et je crois que cet appel de Bamako, qui est en fait une sorte de cri du cœur d'un Bandung du Sud, une forme de front anti-impérialiste, doit être redécouvert par tous ceux qui luttent aujourd'hui. Donc, ça a été fait à l'époque au Forum social de Bamako. Et vraiment, c'est très, très important de revisiter ces choses qui ont été faites par nos aînés et de continuer avec les nouvelles voies, de comprendre que les luttes ne se font pas voilà, par simplement la souris sur un ordinateur, elles se font dans l'engagement réel. Et pour ça, j'appelle aux jeunes de se repolitiser démocratiquement, de s'insérer, de s'engager. Et à ce moment-là, je pense que ils choisiront leur camp, mais au moins c'est cet engagement citoyen pour le changement qui va être possible. Et beaucoup d'entre eux redécouvrent cet élan et je ne peux que les encourager à le faire. Comme j'ai dit, nous avons eu le privilège de le faire dès l'âge de 14 ans et nous en sommes restés au même et nous espérons mourir de la même façon. Et donc, nous savons que nous ne sommes pas une exception, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens comme nous qui, hélas, n'ont peut-être pas la chance et les privilèges d'être écoutés, mais nous sommes beaucoup plus nombreux en fait. Et ce chemin, nous le faisons collectivement en marchant. Voilà, je vous remercie d'avoir pris la peine de partager cette émission avec Dr Kessler et je remercie toute l'assistance. Votre micro est fermé, bien-aimé. OK. Et il y a quelques notes que je dois lire avant de fermer. Et je profite de les lire rapidement, vous me permettez.
Et bonjour, c'est un plaisir de vous écouter et j'ai toujours apprécié la pertinence de vos interventions qui m'ont beaucoup ouvert les yeux sur les enjeux socio-économiques africains et plus largement mondiaux. J'ai eu la chance de vous avoir comme enseignant dans 2 cours lors de mon passage à l'UQAM. Étant au bureau en ce moment, et il m'est malheureusement impossible de participer vocalement. Merci pour tout, Bentou et Diallo. Merci à vous également. Alors, tout vous remercie et c'est certain, notre invité, Monsieur Fall, vous en remercie. Et ce sont des mots vraiment gratifiants. Eh bien, merci à vous tous et toutes de votre participation et ça vaut la peine d'être content et de recevoir et à Allo Afrique et ce monsieur, cet immense monsieur avec multi-chapeau. Ouais. Il est peintre aussi, je n'ose pas le dire. Ouais. Donc, en ce sens, pour nous, c'est un commencement et je vous invite toutefois à le suivre et à l'encourager à discuter, bien entendu, de ses idées. Ce n'est pas des panacées, il faut discuter de ses idées, il faut l'écrire. Et son courriel est disponible en général. Si vous pourriez ajouter votre courriel ici, et M. Fall, comme ça, les gens peuvent... Alors, je me suis permis de mettre sur le site mais voilà, sur du le chat, site, mon site internet. contactez Voilà, tous sur mes le site, films et mes écrits sont là. visitez, voilà, c'est déjà Voilà. beaucoup plus intéressant, beaucoup plus enrichissant. Et allez sur le site, vous allez trouver ses travaux, ses perspectives, ses combats académiques et politiques. Et globalement, pour dire merci à vous tous et à toutes, on fait comme ça. Fouyezo nan patrimoine qui pays, na jwen kote n soti, kote n brale, na kon ki moun nou ye, tout bien nou posede. Fouyezo nan Karazou qui pays, na an nou fouyezo nan patrimoine qui pays, na Fouyezo nan patrimoine qui pays, na jwen kote n soti,